Bonjour et bienvenue dans ce nouveau quiz en ligne réalisé avec Cuisinière, l'outil de quiz développé par Canopé. Aujourd'hui, nous allons parler de la force majeure en tant que condition d'exonération de la responsabilité contractuelle. Nous en connaissons trois, bien sûr, la force majeure, le fait d'un tiers et la faute du créancier lui-même, la faute de la victime. Aujourd'hui, on a tendance à se dire, effectivement, notre contrat, à partir du moment où on a un événement extérieur qui nous empêche sa bonne exécution, nous pouvons faire jouer le cas de force majeure. Or, déjà, dans la vidéo qui était présentée, ici, on voit bien que Free a été condamné, et pourtant, il a été condamné alors que un événement qui n'était pas de son fait a limité les conditions d'exécution de son contrat. Il avait proposé une offre multiservice à un usager, donc télé, internet, et il se trouvait qu'effectivement la télévision ne fonctionnait pas, on ne pouvait pas avoir accès. Et on voit que la haute cour a déclaré Free responsable parce que effectivement le fait d'avoir cet accès multiple, c'est un élément essentiel du contrat, et surtout les deux grandes causes qui sont enfin plutôt les deux critères euh, de l'exonération en cas de force majeure, qui sont l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. Donc il faut que l'événement soit imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible lors de son exécution. Et on voit que ça a bugué, tout simplement parce que au moment où Free a fait signer le contrat à son usager, à son client, il savait bien qu'il n'était pas éligible du fait justement peut-être d'un défaut de ligne installé par France Télécom. Donc on voit bien que ce n'est pas le fait de Free, mais malgré tout, Free a été tenu responsable à ce niveau-là, car au moment de la signature du contrat, cet aspect imprévisible ne pouvait pas jouer. Free savait que la personne n'était pas éligible. Donc tout de suite, les quelques questions. Donc on voit bien que pourquoi la Cour de cassation a débouté Free, on voit bien parce qu'il n'a pas honoré son contrat à cause d'un événement extérieur, voilà la cause. Ensuite, dans la question 2, Free pensait s'exonérer de sa responsabilité d'une mauvaise exécution du contrat parce que justement, la faute ne lui incombait pas mais incombait à France Télécom. Et après, nous avions un petit texte à trous où il fallait compléter avec les textes à trous. Et donc c'était, ici je ne vais pas tout le faire, mais vous voyez, on avait la Cour de cassation a mis en évidence l'obligation, il nous l'a bien dit, cette fois c'était pas une obligation de moyens, Free avait pas l'obligation de mettre tout en œuvre pour parvenir à ses fins, mais au contraire, il était obligé, d'après la Cour, de donner un résultat tangible, donc il a bien une obligation de résultat, qui incombait à Free dans la fourniture de l'offre. Il y a quelques interrogations dans les attendus de son, on a bien, dans ce cas-là, un arrêt, et non pas un jugement, parce que c'est une juridiction qui n'est pas du premier degré. En effet, il est question, comme clause d'amélioration, la force majeure, c'est bien le problème dont nous allons étudier aujourd'hui, donc la force majeure, caractérisée par un événement, alors on vous l'avait dit, lors de la signature du contrat, c'est un événement imprévisible, et par contre, lors de son exécution, il faut que l'événement soit irrésistible. Or, si un empêchement provient d'une auto-organisation, nous avons vu, c'est bizarre que le co-contractant, le cas d'exonération, aurait pu être également du fait d'un tiers. Puisque c'est France Télécom qui a causé ce problème de non-exécution du contrat de Free. Donc, l'application, voilà, donc ça pour la partie compréhension du texte. La partie application, vous avez un petit cas justement où vous avez Bernard qui pense être chanceux parce qu'il a pris un billet de train et couplé avec une promotion d'Air Caraïbes, un billet d'avion pour aller en Martinique, et son ami qui voulait justement faire une bonne affaire a pris un billet de train SNCF à part et un billet d'avion à part. Et on se dit, mais pourquoi Bernard, qui a pris une offre couplée, a été intégralement remboursé, à partir du moment où la SNCF a eu du retard, et finalement son ami non? Alors, la première réponse,
c'était un peu simple en disant, puisque c'est une offre couplée, il n'y a qu'un seul contrat, donc forcément, s'il n'a pas été exécuté, Air Caraïbes est obligé de l'honorer. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Si on regarde l'article 1218 nouveau du Code civil, on voit bien que la partie imprévisible peut jouer là. Ça veut dire que si la SNCF a eu du retard, et ce retard a engendré le départ, enfin plutôt l'annulation du départ en avion, ça veut dire que à partir du moment où le billet était prévu, quand la SNCF est au courant, son billet SNCF plus le billet avion, la SNCF pouvait prévoir que, avec le retard de la SNCF, forcément, l'avion ne pourrait pas fonctionner. En revanche, à partir du moment où on a pris à part le billet SNCF et à part le billet d'avion, la SNCF, même si elle ne satisfait pas ses obligations de ponctualité, elle ne peut pas prévoir la conséquence. Ce qui veut dire que la partie 1218 du nouveau Code civil s'applique bien. L'événement ne peut pas être raisonnablement prévu par la SNCF. Enfin, dans la partie analyse de ce quiz, nous avions un arrêt, toujours dans la même veine, et cet arrêt de la Cour de cassation, cette fois, il s'agissait de relater les déboires d'un avocat qui, toujours un peu dans la même lignée, à cause d'un retard SNCF, n'a pu se rendre à l'audience pour laquelle il devait plaider. Effectivement, il a porté recours à la SNCF en demandant des dommages et intérêts pour préjudice, et en fait, il a été remboursé simplement de son billet de train, mais par contre pas du tout en fait des conséquences. On retrouve exactement la même chose, c'est-à-dire cet article 1218 nouveau du Code civil qui dit que l'imprévision ne pouvait pas être prévue par la SNCF, c'est-à-dire que le billet de train, la conséquence justement du retard de ce billet de train n'a pas à être assumée par la SNCF dans la mesure où elle ne pouvait pas prévoir ce niveau de conséquences. Donc, on avait là-dessus quelques petites questions. Alors, déjà, la procédure était intéressante. On a l'habitude d'avoir toujours un tribunal du premier degré, une cour d'appel et une cour de cassation. Et là, vous voyez que si vous regardez le deuxième paragraphe au niveau des motifs, on voit bien que le motif du deuxième paragraphe, c'est des motifs qui ont servi à argumenter, à étayer la décision du tribunal de proximité en première instance. Et comme le préjudice était inférieur à 4 000 €, ça veut dire que ce tribunal a jugé en premier et dernier ressort, et la seule possibilité, c'est de se pourvoir directement en cassation. Donc nous avons, non pas le triptyque classique, tribunal de proximité, cour d'appel, cour de cassation, mais là, nous avons le tribunal de proximité et directement la cour de cassation. Ensuite, on voit bien la première instance, la première instance, on a bien dit que le tribunal de proximité a bien dit que l'impératif de ponctualité est une obligation de résultat pour la SNCF, un peu comme Free, dont l'offre totale telle qu'elle a été souscrite, c'est une obligation de résultat pour Free. En revanche, on voit bien que la Haute Cour s'est appuyée sur cet article 1218 nouveau pour casser et annuler la décision du tribunal de proximité et dire que, dans tous les cas, la SNCF n'était pas tenue responsable des conséquences de son retard, car elle ne pouvait en aucun cas prévoir la suite de ce retard. Voilà, je vous remercie et à bientôt.